Je me suis réveillé tôt, j'ai préparé un seul sac et je lui ai laissé les clés. Elle pensait que ce n'était qu'un mardi matin ordinaire. Au moment où elle a versé son café, j'étais déjà en train de quitter la région, avec un nouveau nom et sans aucune intention de revenir un jour. 20 ans de mariage disparus avant même le lever du soleil. Je m'appelle Julien Moreau. J'ai 47 ans. Et voici l'histoire de la façon dont j'ai quitté un mariage de 20 ans dans lequel, au fond, je n'avais jamais vraiment été présent. Les gens me demandent toujours quel a été le moment décisif. Honnêtement, il n'y en a jamais eu un seul. C'était simplement 20 années de petites blessures accumulées. Claire, mon épouse, me présentait aux soirées comme un simple analyste financier, avec ce petit rire méprisant qui disait que mon travail n'avait rien d'impressionnant. Son associé Marc venait chez nous 3 soirs par semaine pour leur réunion de stratégie qui se terminait toujours autour d'une bouteille de vin, avec elle qui fermait la porte de son bureau. La façon dont elle supprimait ma présence dans les histoires racontées au dîner, comme si j'étais un personnage secondaire qu'elle avait oublié de mentionner. Nos enfants, eux, avaient eu le meilleur de moi. Lucas avait 21 ans et étudiait l'ingénierie mécanique. Emma avait 19 ans et préparait ses études de médecine. Ils étaient tous les deux brillants, tous les deux bienveillants, et surtout assez loin de la maison, à l'université, pour ne pas avoir à voir chaque jour leur mère traiter leur père comme un simple meuble. 2 ans auparavant, j'avais payé leurs études entièrement, chaque année, chaque facture, chaque euro. Claire pensait que nous étions encore en train de rembourser des mensualités. Elle n'a jamais posé la question. La préparation de mon départ m'a pris 16 mois. Tout a commencé avec des nuits d'insomnie et des recherches Internet à 3 heures du matin. J'ai trouvé des forums où des hommes racontaient comment ils avaient recommencé leur vie ailleurs. J'ai appris à déplacer de l'argent progressivement, à organiser mes affaires discrètement, à construire une nouvelle existence sans laisser de traces inutiles. Chaque retrait semblait pouvoir être expliqué par les habitudes de dépenses de Claire. Chaque document important était rangé dans des endroits où elle ne penserait jamais à regarder. 3 mois avant mon départ, j'ai terminé de rembourser la maison, puis j'ai transféré officiellement la propriété uniquement à son nom. Cela m'a coûté une somme importante provenant de comptes dont elle ignorait totalement l'existence. La même semaine, elle s'est plainte que je ne faisais jamais rien de vraiment important. Je me souviens encore de ce mardi matin. Je me suis réveillé à 4h30. Claire dormait profondément, tournée de l'autre côté du lit, exactement comme elle avait fait pendant des années. J'avais préparé mon unique sac la veille au soir et je l'avais caché dans le garage, derrière les décorations de Noël qu'elle me demandait de descendre chaque mois de décembre. Je me suis habillé dans le noir. Un jean, des bottes, une chemise en flanelle achetée avec de l'argent liquide dans une friperie d'une ville voisine. Rien qui appartenait à mon ancienne vie. J'ai traversé la maison une dernière fois, en essayant de mémoriser chaque détail comme on observe un endroit qu'on ne reverra probablement jamais. J'ai laissé les clés sur le plan de travail de la cuisine. Les clés de la maison, celles des 2 voitures, celles du coffre bancaire. Je les ai alignées soigneusement, parce que même en partant, je n'arrivais pas à abandonner ce besoin de tout organiser parfaitement. Mon alliance, je l'ai déposée sous le vieux sucrier en céramique que sa mère nous avait offert, celui que Claire prétendait aimer. Non, non. Elle allait sûrement raconter à tout le monde que je n'avais même pas eu le courage d'écrire un message d'adieu. Très bien. Qu'elle garde cette version de l'histoire. La machine à café était programmée. Elle allait se réveiller avec l'odeur du café, remplir sa tasse et peut-être se demander où j'étais passé. Peut-être qu'elle ne se poserait même pas la question. Au moment où elle comprendrait que ses clés n'avaient pas été oubliées par hasard, j'étais déjà loin, en direction du sud de la France, vers un petit atelier de réparation automobile près de Toulouse où un homme nommé Thomas Leroy m'avait promis un travail. La camionnette que j'avais achetée 3 mois plus tôt était garée quelques rues plus loin. Un vieux Renault Trafic payé en espèces à un particulier qui ne posait pas de questions. Aucun abonnement, aucun compte, aucune trace qui pouvait facilement mener jusqu'à moi. J'avais répété ma nouvelle signature des dizaines de fois jusqu'à ce qu'elle semble naturelle. Julien Moreau ressemblait au genre d'homme qui travaillait avec ses mains. Quelqu'un qui avançait sans trop réfléchir, quelqu'un qui n'était pas prisonnier de chaque détail comme l'ancien moi. J'ai conduit pendant plusieurs heures sans m'arrêter, sauf pour faire le plein, en utilisant des cartes prépayées que j'avais préparées pendant des mois. Chaque carte avait été achetée dans un endroit différent, à un moment différent. J'ai laissé mon ancien téléphone dans une poubelle d'une station-service sur une aire d'autoroute. Je l'ai regardé disparaître sous des papiers et, pour la première fois depuis longtemps, je n'ai ressenti absolument rien. Quand j'ai franchi la frontière entre mon ancienne vie et la nouvelle, j'ai compris que j'étais enfin arrivé quelque part.
Je me suis arrêté sur le bord d'une route, j'ai regardé l'horizon et j'ai simplement respiré profondément. De Brayes respirations. Sans entendre la voix de Claire derrière moi. Julien, tu as pensé à ça? Julien, pourquoi tu n'arrives jamais à faire les choses correctement? Il n'y avait plus rien. Seulement le silence. Et la liberté. Thomas m'avait mis en contact avec un homme nommé Henri qui tenait un petit atelier de réparation de motos près de Toulouse. L'endroit avait du mal à survivre et il cherchait quelqu'un capable de gérer la partie administrative et commerciale de l'entreprise. Je lui avais envoyé mon CV sous le nom de Julien Moreau. 2 mois d'expérience récente sur le papier, un ancien responsable financier épuisé qui cherchait un nouveau départ et qui voulait enfin travailler avec quelque chose de concret, quelque chose qu'il pouvait toucher de ses propres mains. Henri m'a rappelé moins d'une semaine plus tard. « Vous connaissez vraiment les motos ?» m'a-t-il demandé. « Je suis quelqu'un qui apprend vite. » lui ai-je répondu. « Ça me suffit, » a-t-il dit. Le salaire n'était pas exceptionnel, mais c'était un travail honnête. Un travail honnête. J'avais souri en entendant cette phrase. Parce que je n'avais jamais été malhonnête pendant 20 ans. Et pourtant, voilà où cette vie m'avait conduit. L'atelier était exactement ce dont j'avais besoin. Petit, un peu poussiéreux, rempli de l'odeur d'huile, de métal et de vieux moteurs. Henri avait 63 ans, une grande barbe grise et le corps d'un homme qui avait passé sa vie à porter des pièces lourdes et à réparer des machines. Quand je suis arrivé pour la première fois, il m'a regardé quelques secondes avant de simplement hocher la tête. « Julien Moreau. »« C'est moi, » ai-je répondu. Le mensonge est sorti naturellement, comme s'il avait toujours été la vérité. Henri m'a observé encore un instant. « Vous avez l'air d'un homme qui fuit quelque chose. » Je l'ai regardé dans les yeux. Ou peut-être d'un homme qui va vers quelque chose. Il a grogné légèrement, m'a tendu une clé et a montré une moto devant nous. Dans tous les cas, ce moteur a besoin d'être démonté. Voyons ce que vous valez. Je n'avais jamais démonté un moteur de moto de ma vie, mais j'avais passé des années à analyser des systèmes financiers complexes. Et au fond, les mécanismes restaient des mécanismes. J'ai étudié chaque pièce, démonté l'ensemble progressivement et placé chaque élément dans un ordre précis. Henri observait en silence. 2 heures plus tard, j'avais tout remonté. Il a démarré la moto. Le moteur s'est mis à tourner parfaitement. Henri a hoché la tête. Pas mal. Vous allez vous en sortir. Cette nuit-là, j'ai loué une petite chambre au-dessus de l'atelier. Les murs étaient presque vides. Il y avait un vieux lit, une petite plaque de cuisson et une fenêtre donnant sur les champs qui s'étendaient au loin. Je suis resté assis là, au coucher du soleil, en mangeant un repas acheté dans une station-service. Et pour la première fois depuis 20 ans, je n'ai pas pensé à Claire une seule fois. Pour la première fois depuis très longtemps, j'avais l'impression de pouvoir respirer. Claire s'est réveillée à 8h15. C'était tard pour elle, mais elle était restée éveillée après minuit à faire défiler son téléphone, probablement en échangeant des messages avec Marc concernant leur prochaine réunion professionnelle. Elle a traversé le couloir dans son peignoir en soie, celui que je lui avais offert pour Noël et qu'elle avait simplement qualifié de correct. Mais quelque chose n'allait pas. Il n'y avait aucune odeur de café. Habituellement, Julien préparait toujours la machine avant qu'elle se réveille. « Julien » a-t-elle appelé. Aucune réponse. Elle est entrée dans la cuisine, déjà agacée. La machine était pleine, mais le café était froid. « Il a encore oublié de l'allumer » a-t-elle murmuré. « To peek. » Puis elle a ouvert un placard. Et c'est là qu'elle les a vues. Les clés. Toutes alignées sur le plan de travail, comme si elles avaient été placées volontairement. Les clés de la maison. Les clés des voitures. Les clés du coffre bancaire. Sa main a légèrement tremblé lorsqu'elle a pris le trousseau. Les 2 voitures étaient toujours dans le garage. Sa voiture. La mienne. Mais moi, je n'étais plus là. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» a-t-elle murmuré. Elle est retournée dans la maison, a attrapé son téléphone et a composé mon numéro. Appel direct vers la messagerie. Pas même ma voix. Seulement le message automatique. Elle a essayé une 2e fois. Même résultat. C'est alors qu'elle a remarqué quelque chose sous le sucrier. Elle l'a soulevé. Et elle a vu mon alliance. Une simple bague en or, usée par 20 années passées à mon doigt. Elle était posée là comme une preuve. Claire a arrêté de respirer pendant quelques secondes. Ce n'était pas un retard au travail. Ce n'était pas une dispute. Ce n'était pas une simple fuite de quelques jours. C'était autre chose.
Quelque chose qu'elle n'avait jamais imaginé. Elle a appelé mon entreprise. Après 2 sonneries, mon assistante, Sophie, a décroché. « Bonjour Claire, que puis-je faire pour vous ?» a-t-elle demandé avec sa voix professionnelle habituelle. « Julien est là ?» a demandé Claire en essayant de garder un ton naturel. Il y a eu un court silence. Oh non. Il a posé un congé exceptionnel il y a 3 semaines. Il m'a dit qu'il avait besoin de temps pour des raisons personnelles. Je pensais que vous étiez au courant. La main de Claire s'est resserrée autour du téléphone. Oui, bien sûr. J'avais oublié. Elle essayait de paraître calme, mais sa voix avait changé. Il vous a dit combien de temps il allait partir? Pas vraiment. Il est resté assez vague. Il m'a simplement dit qu'il reprendrait contact quand il serait prêt. Est-ce que tout va bien? Oui, tout va bien, a menti Claire. Merci, Sophie. Elle a raccroché et a fixé les clés posées devant elle. 3 semaines. Cela faisait 3 semaines qu'il préparait tout. 3 semaines qu'il organisait son départ. Et elle n'avait absolument rien remarqué. Elle est montée dans la chambre et a ouvert l'armoire. Ses vêtements n'avaient pas tous disparu. Seulement une partie. Juste assez pour créer des espaces vides. Comme des dents manquantes dans un sourire. Son ordinateur portable avait disparu. Son sac de sport aussi. Même sa vieille veste en cuir qu'il portait depuis ses années d'étudiant n'était plus là. Claire s'est assise sur le bord du lit, son téléphone dans la main, incapable de comprendre ce qui était en train de se passer. Elle a essayé de m'appeler encore une fois. Toujours la messagerie. Elle a ouvert son ordinateur et s'est connectée au compte bancaire. Le compte commun semblait normal. Les opérations habituelles. Elle a alors essayé d'accéder au compte d'épargne. Son mot de passe ne fonctionnait pas. Elle a froncé les sourcils. Quoi? Elle l'a tapé une 2e fois. Accès refusé. Elle a immédiatement appelé la banque. Après 20 minutes d'attente, de transfert et de vérification, elle a enfin obtenu quelqu'un capable de lui répondre. « Madame Moreau, ce compte a été clôturé il y a 4 mois, » lui a expliqué le conseiller. Claire est restée silencieuse. Clôture? Par qui? Par votre mari. Il a retiré la totalité du montant disponible et fermé le compte. Vous devriez normalement avoir reçu une notification. Claire a repensé à toutes les lettres qui arrivaient à la maison. Les factures. Les relevés bancaires. Tous ces documents que Julien gérait toujours parce qu'elle disait ne pas avoir le temps de s'en occuper. Quelle somme se trouvait sur ce compte? A-t-elle demandé d'une voix faible. Je ne suis pas autorisé à communiquer ce type d'informations, mais je peux vous dire que le montant était conséquent. Elle a raccroché. Ses mains tremblaient maintenant. Ce n'était pas une décision prise sur un coup de tête. Ce n'était pas une crise passagère. C'était préparé. Calcul. Méthodique. L'homme qu'elle pensait connaître n'était même pas capable d'organiser un simple week-end sans lui demander son avis. Et pourtant, cet homme avait préparé toute une nouvelle vie sans qu'elle ne voie absolument rien. Elle a appelé Marc. Marc savait toujours quoi faire. Marc avait toujours une solution. Il est arrivé moins d'1 heure plus tard. Il est entré dans la maison avec cette assurance qui m'avait toujours agacé lorsque j'y vivais encore. Aujourd'hui, cela ne me concernait plus. Qu'est-ce qui s'est passé? A-t-il demandé en posant une main sur son épaule, avec cette familiarité qui l'avait toujours rassuré. Il est parti, a répondu Claire. Julien, il est simplement parti. Marc a regardé les clés sur le comptoir. Puis il a pris l'alliance. Vous vous êtes disputé? Non. C'est ça le problème. Tout était normal. Il l'a regardé quelques secondes. Claire, vous étiez vraiment bien. Elle s'est crispée. Qu'est-ce que ça veut dire? Je veux dire, quand est-ce que vous avez eu pour la dernière fois une vraie conversation? Une conversation où vous parliez vraiment tous les deux? Elle n'a pas répondu, parce qu'elle ne trouvait pas la réponse. Elle ne se souvenait même pas de la dernière fois où ils avaient parlé de quelque chose qui n'était pas lié aux factures, au travail ou aux choses que Julien avait encore oublié de faire selon elle. Marc a sorti son téléphone. Je connais quelqu'un. Un détective privé. Il est spécialisé dans les personnes qui ne veulent pas être retrouvées. Tu veux que je l'appelle? Claire a regardé les clés. Puis l'alliance. Puis l'espace vide à côté d'elle. Oui, a-t-elle murmuré. Appelle-le. Pendant ce temps, à plusieurs centaines de kilomètres de là, j'apprenais à réparer un moteur de moto. Henri se tenait près de moi, observant mon travail. Parfois,
Il hochait simplement la tête en signe d'approbation. Parfois, il me signalait une erreur avant que je la fasse. « Tu as de bons réflexes », m'a-t-il dit un jour. La plupart des gens veulent aller trop vite. Toi, tu prends ton temps. Tu fais les choses correctement. J'ai souri. J'ai appris ça avec les chiffres. Les nombres ne mentent pas quand on prend le temps de les comprendre. Les machines, c'est pareil. Si tu les respectes, elles te le rendent. Henri a ri doucement, contrairement aux gens. Je l'ai regardé. Il avait compris. Так. Продовжую в тому ж форматі. Henri a posé sa clé sur l'établi et a souri légèrement. 2 divorces dans ma vie, m'a-t-il dit. Les 2 fois, elles m'ont reproché de passer plus de temps avec mes motos qu'avec elles. J'ai regardé le moteur devant moi. Au moins, les motos ne mentent pas. Henri a ri. Tu fuis un divorce, n'est-ce pas? J'ai gardé le silence quelques secondes. Quelque chose comme ça. Il a simplement hoché la tête. Il n'a pas insisté. C'est ce que j'aimais chez Henri. Il comprenait que certaines histoires n'avaient pas besoin d'être racontées immédiatement. Mon nouveau téléphone a vibré dans ma poche. J'avais donné ce numéro à seulement 3 personnes. Henri, mon propriétaire, et Thomas, l'homme qui m'avait aidé à préparer ma nouvelle identité. J'ai regardé l'écran. Si cette histoire vous a intéressé, vous pouvez regarder la suite sur ma chaîne. Pour me soutenir, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à laisser un commentaire en dessous.